Donc, on est vraiment, vraiment très heureux de vous accueillir à Chinon sur ce thème des géants. Ça nous paraissait une évidence. Et voilà, mais il fallait encore pouvoir vous faire venir, vous contacter. Et donc voilà, c'est vraiment très chouette, d'autant qu'on entend encore beaucoup parler de vous là récemment à Toulouse. Enfin voilà, on a vu ces machines incroyables se déambuler dans la ville. Donc je vais vous présenter. Alors voilà, François Delarosière est le directeur artistique de la compagnie La Machine. Et vous êtes connu donc pour avoir créé avec Pierre Auréfils le Grand Éléphant des machines de l'île de Nantes. Alors je pense que beaucoup ont vu cet éléphant incroyable déambuler, c'est juste une merveille. Voilà, et donc vous avez conçu, dessiné, dirigé certaines machines de spectacle de la compagnie de théâtre de rue Royal de Luxe. Vous êtes diplômé de l'École des Beaux-Arts de Marseille. Donc voilà, on a un philosophe marseillais qui est là avec nous aussi. Et vous êtes officier des arts et des lettres et vous explorez à travers le mouvement et son expression de nombreux aspects de l'univers du spectacle et notamment les plus monumentaux. Vous avez participé au développement de nombreux projets, aussi bien dans le domaine du spectacle de rue, le grand répertoire, l'exposition végétale, la symphonie mécanique, que celui de l'aménagement urbain, les animaux de la place à La Roche-sur-Yon, le Minotaure donc à Toulouse et le Dragon de Calais. Bon, on a hâte de pouvoir vous écouter, donc je vais vous laisser la parole. Merci. Donc je vais vous emmener un petit peu dans mon univers et celui de la compagnie La Machine. La compagnie La Machine, c'est un atelier à Nantes, originellement à Tournefeuille, un autre atelier qui était le siège social en 99, et un établissement à Toulouse aussi qui s'appelle la Halle de la Machine. Alors le travail que la compagnie La Machine réalise dans l'espace public, vraiment dans les rues, dans les places, dans l'espace qui est accessible à tous, gratuitement, et celui qu'on utilise au quotidien, s'intéresse au théâtre, à l'architecture, et au fur et à mesure, notre théâtre dans la ville, notre théâtre de rue, c'est orienté vers l'accompagnement de projets urbains aussi, et touche aussi à l'urbanisme. Alors la recherche principale que nous menons aujourd'hui s'intéresse au mouvement. Le mouvement m'intéresse parce que le mouvement, c'est l'expression de la vie. J'étais étudiant aux Beaux-Arts et je travaillais comme ça sur des machines, sur des objets en mouvement, et j'avais démonté d'une 4L un moteur d'essuie-glace avec ses tringleries. On avait ça sur la table, on était plusieurs autour, et on a branché le moteur à une batterie, on a enclenché l'interrupteur, et à ce moment-là, les balais se sont mis à battre, et doucement, la machine s'est déplacée sur la table. On était surpris, on regardait, et puis lorsqu'on a enclenché la vitesse rapide, celle quand il y a beaucoup de pluie, la machine est devenue violente, et elle a dispersé les tasses de café, tout ce qui était sur la table, au sol, et on est passé d'une émotion assez douce, agréable, presque dansée, à un sentiment de violence. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'un assemblage inerte de matériaux, par son mouvement, pouvait produire de l'émotion. Et j'ai développé à partir de là un travail à l'extérieur, dans l'espace public, autour du mouvement et des machines. Alors, pour fabriquer les machines que l'on construit, je m'intéresse beaucoup j'observe la nature. Je cherchais dans le vivant ce qu'il y a de plus inspirant. Et mon but n'est pas de reproduire le vivant ou de l'imiter, parce que je pense que c'est une chose qui est totalement infaisable. Le vivant est une matière absolument fantastique, absolument non reproductible. On en connaît aujourd'hui que peu de choses. Mais par contre, on peut prendre dans la nature ce qui va nous toucher et réaliser des machines. Alors, les machines que l'on réalise deviennent des machines vivantes, d'une biologie mécanique, qui par le mouvement vont être inspirantes et produire de l'émotion. Alors mon travail, moi, c'est
c'est de dessiner ces machines. Après, je vous montrerai quelques exemples, et notamment des petites vidéos qui vous permettront de comprendre un petit peu comment fonctionnent ces engins. Mon travail, mon rôle est de dessiner. Pour dessiner, je vais donc observer la nature, l'interpréter et créer ma mécanique. L'intérêt de fabriquer une machine vivante, si je voulais reproduire par exemple une girafe, là c'est par exemple c'est une girafe que j'ai dessinée dans les années 2000, qui devait ouvrir l'an 2000 et descendre les Champs-Élysées en sortant de l'Arc de Triomphe. Pour pouvoir la réaliser, j'ai dû observer la nature, et comme il n'existait pas de synoptique du déplacement de la girafe, c'est Muybridge, qui était un photographe du début du siècle, qui avait pas mal réalisé ces analyses. J'ai dû filmer une girafe qui a eu dans un zoo, qui est parti au galop, et du coup sur la télévision avec une cassette VHS et le bouton pause et un calque, j'ai reproduit tous les mouvements séquence par séquence, qui a permis aux ingénieurs de finalement réaliser cette girafe qui pesait 38 tonnes et qui mesurait 12 mètres de haut, qui déféquait, qui éternuait, qui urinait, qui pouvait se coucher, partir au galop, au trot, à la marche, et qui avait une petite girafe bébé. Nos machines, je les ai d'abord dessinées pour des spectacles. Et aujourd'hui, la compagnie fait à la fois des spectacles, mais à un moment, on a donné à nos machines de spectacle le statut de machine de ville. C'est-à-dire qu'au lieu de passer dans la ville pour 1h30, 2 jours ou 3 jours, elles sont restées durablement, elles sont installées dans le paysage urbain, et pour qu'elles soient acceptées par le public, on leur a donné une fonction citoyenne qui est le transport de personnes. À ce moment-là, ces machines, par le fait qu'elles transportent des personnes au quotidien, ont une utilité citoyenne, ce qui provoque l'acceptabilité par le citoyen, et elles peuvent traverser comme ça le temps. C'est le cas du grand éléphant de l'île de Nantes qui embarque 50 personnes sur son dos depuis maintenant une quinzaine d'années. Alors le dessin, c'est que le point de départ de l'aventure. C'est pour moi la première pierre, la pièce fondatrice qui va permettre aux constructeurs, aux constructrices de saisir le dessin et de l'interpréter, et avec leur savoir-faire, leur connaissance, leurs compétences que je n'ai probablement pas, ils vont nourrir le dessin, le réaliser en 3 dimensions et enrichir l'objet comme je ne l'aurais pas réalisé seul. C'est-à-dire que c'est vraiment l'apport des constructrices, des constructeurs, des concepteurs. L'un saura travailler le cuir, l'autre le bois, l'autre sera ferronnier. Et c'est ce processus qui m'intéresse. En fait, moi, le résultat m'intéresse peu. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est mettre en jeu en fait, une équipe qui peut aller de 30 à 50 personnes, et qui vont, avec leur savoir-faire, leur sensibilité, leurs compétences, apporter au projet, le faire grandir. Ces machines, lorsqu'on les voit évoluer dans la ville, elles sont vibrantes un peu. On peut les voir de très loin, à 500 mètres, 400 mètres, on peut les voir approcher. Et quand elles vont s'approcher, vous allez rentrer dans la matière. Et la matière, elle est gravée. Je compare souvent à un disque vinyle. C'est un relief et c'est des vibrations qui produisent le son. Et là, c'est les vibrations, c'est le temps passé, le geste. Je fais en sorte que chaque constructeur ou constructrice ne recouvre pas le geste de l'autre. Ce qui fait qu'on a une mémoire de l'architecture, et la mécanique, évidemment, est à vue. On assume la machinerie à vue, j'appelle ça le théâtre des machines. Alors ici, c'est l'araignée géante qui vient inaugurer le tramway à Reims. À Reims, les Rémois se sont réveillés avec une araignée accrochée à la cathédrale de Reims, et en même temps Reims inaugurait son tramway naissant. Quand on inaugure le tramway, on refait la ville de porte à porte. C'est une façon incroyable de transformer la ville. Et le spectacle a duré 3 jours dans la ville, et l'araignée a rencontré le tramway, qui était gratuit dans la journée. Alors là, on parle de spectacle. Ici, vous avez la première araignée géante qui est née en 2008
à Liverpool. Liverpool était alors capitale culturelle européenne. Et dans le secret, on a construit l'araignée. Et dans le secret, avec la complicité de la BBC et des journaux locaux, on a installé l'araignée sur un building près de la gare centrale de Liverpool. Et un matin, les habitants de Liverpool se sont réveillés avec une araignée géante qui pèse 15 tonnes collée au bâtiment. Et ce qui était assez drôle, c'est qu'à partir de ce moment-là, c'était plus un spectacle, c'était plus une compagnie, c'était vraiment Liverpool était envahi par les araignées géantes. On a même des arachnophobes qu'on dit dans le journal, on ne peut pas les travailler parce qu'il y a des associations d'arachnophobes, je ne savais pas. Et les spécialistes, psychologues, psychiatres ont pris la parole pour dire ne vous inquiétez pas, au contraire, avec sa taille, puisqu'elle fait 15 mètres 20 mètres de diamètre et 8 à 10 mètres de haut, vous permettra d'apprivoiser la machinerie. Peut-être vos phobies, vous pourrez régler les problèmes de vos phobies grâce à cette araignée géante. Alors, un autre exemple de spectacle, c'est celui-ci, c'est l'expédition végétale. C'est un engin aéroporté qui a 4 pattes, une serre volante, une serre chargée de végétaux et un aérostat avec 5 ballons, là, et des hélices verticales et horizontales. La machine atterrit dans la nuit, en plein cœur de la ville, et avec toute une forêt, des végétaux, et 11 chercheurs à bord qui font leurs expériences. C'est-à-dire qu'on nous s'est volé le matin et tout d'un coup, on voit cet engin qui a atterri. Alors les gens descendent dans la rue, mais qu'est-ce qui se passe? Vous faites une exposition? Ben non, on a atterri à 2h du matin dans des conditions météo un petit peu difficiles. Ben non, mais ça vole pas, ça. Ah oui, ça vole, vous voyez, les ballons se gonflent, les hélices tournent, etc. Au bout d'un moment, ça vole vraiment, mais alors vous venez d'où? Et à ce moment-là, on raconte au gré des questions, on a un théâtre d'improvisation, ces chercheurs qui ont réussi à capter l'énergie électrique qui circule dans les végétaux et à charger des batteries, qui rend l'engin complètement autonome. On raconte notre voyage. Voilà, ça dure 4 jours, de 10h du matin à 10h du soir. Et puis, une nuit, la machine a disparu, elle s'est envolée. Par contre, là, on est sur un projet urbain. Alors, avec le projet des machines de l'île de Nantes, qui a été en 2007, on a lancé le projet avec le Grand Éléphant, avec Jean-Marc Ayrault, qui était maire de Nantes. Et là, ça concerne un territoire qui est au centre de l'agglomération de Nantes, qui est l'île de Nantes, un territoire industriel où on fabriquait les bateaux. Les chantiers navals se sont déplacés vers Saint-Nazaire et vers l'Asie. Et une friche industrielle est restée pendant longtemps sans vie. Et avec Pierre Fils, on a proposé d'y construire des machines pour faire en sorte que les Nantais passent le pont et pratiquent ce territoire. Une façon d'essayer d'accélérer le projet urbain et de faire prendre la greffe urbaine. Et avec Alexandre Chemetov, qui a été le premier chef d'orchestre de l'île de Nantes, donc 25 communes, c'est le futur centre de l'agglomération. On a fabriqué en 2005 et 2006 le Grand Éléphant des machines de Lille, qui est né en juillet sous les yeux de 50 000 Nantais. Mais je vous laisse regarder la phase finale de la production, de la construction de cet éléphant. Ses oreilles, chaque oreille est faite de 10 vaches. Elles font 35 mètres carrés de cuir à peu près. L'éléphant pèse 50 tonnes. Et il est fabriqué essentiellement de bois, de cuir, de cuivre et d'acier. Pour construire cet éléphant, il a fallu enlever le toit pour pouvoir gruter, puisque les ponts roulants n'étaient pas assez hauts. Dans cet atelier qui n'existe plus aujourd'hui est un parking. Que nous attendions cet instant. Nous en parlions, nous en rêvions, et là nous entendons ces premiers souffles, ces premiers pas. Alors, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Avec vous, je m'adresse au premier-né des machines de l'île de Nantes. Bienvenue au Grand Éléphant de Nantes et vive Nantes! Alors, on a lancé l'éléphant comme à l'époque on mettait à l'eau les bateaux. Et il y avait des milliers de personnes qui venaient voir les mises à l'eau des bateaux. Et donc les 100 constructrices et constructeurs étaient habillés comme au mariage et ont fait une première sortie avec le Grand Éléphant. Aujourd'hui, le paysage n'a plus rien à voir avec ce que c'était en 2007. La ville s'est développée autour de ce site industriel qui était le site des chantiers.
vont découvrir depuis le dos d'éléphant, c'est la ville en train de se transformer, quoi. Et ce qui va changer beaucoup, c'est que d'année en année, la même promenade, quoi, va être la découverte de cette transformation de la ville. Alors le projet des machines de l'île de Nantes fonctionne par phase. On pensait faire une phase tous les 2 ans. Finalement, ça a été tous les 5 ans, plutôt au rythme de l'agenda politique. Et la machine suivante, celle qui a succédé au Grand Éléphant, c'est le Carrousel des Monts de Marins. Un manège de 3 étages qui est situé à la limite entre la Loire fluviale et la Loire maritime, près du pont Anne de Bretagne, et qui devient un embarcadère et un débarcadère pour le Grand Éléphant. C'est un manège conçu un petit peu comme un théâtre shakespearien où le public observe ceux qui manipulent les machines à vue, et ceux qui manipulent deviennent un acteur d'une scène dont ils sont malgré eux finalement les comédiens, et ils passent de spectateurs à acteurs. Et on a 3 niveaux, la surface, les abysses et les fonds sous-marins, avec une salle des machines et certains éléments qui s'enfoncent dans la salle des machines sous terre, presque en dessous du niveau de la Loire. Le poisson pirate, le luminaire des grands fonds, inspiré des poissons des abysses. C'est aussi un belvédère sur l'île en train de se transformer. Le carrosse pour dames, le bateau tempête, le poulpe par rétropropulsion, la rémanta, les bicyclettes, il faut être sportif, poisson volant et le l'altelage des mers aussi inspiré des sculptures neptuniennes. Et le manège est fait, l'architecture est en béton et s'inspire de l'architecture des quais des bords de Loire. On a l'impression qu'on a déroulé comme ça cette dentelle de béton qui est vraiment symptomatique de ce paysage des bords de Loire nantais. Et la troisième machine qu'on devait fabriquer pour les machines de Lille, c'était l'Arboéron, qui a été étudié pendant plusieurs années, presque 6 millions d'euros ont été dépensés, notamment pas mal de fonds privés et du crowdfunding. Beaucoup de Nantais et d'étrangers ont participé à ce financement. Et finalement, l'Arboéron a été arrêté par Johanna Roland. Donc il ne se fera pas à court terme à Nantes. Ça, c'est le tout premier dessin. En 20 ans, on a travaillé pendant 20 ans sur ce projet. Il y avait le premier dessin, le deuxième qui était un petit peu plus fourni, un petit peu plus haut. Là, on a 35 mètres de haut avec 2 hérons. Et ensuite, comme ça coûtait trop cher, on l'a élagué. Un peu comme on taille un arbre, on a coupé toutes les branches du bas, on a réduit, on a enlevé un héron. Et finalement, cet élagage, qui était financier aussi, a rendu l'arbre plus beau, plus aérien. Le tronc s'est détaché et il y avait quelque chose de trop dense dans le premier projet. Et finalement, comme quoi, des fois, une restriction permet d'aller plus loin dans le projet. Je vais laisser Benjamin parler un peu de ces 2 années d'études sur l'Arboéron. Benjamin, c'est notre coordinateur des études. Ce projet est à la fois une grande construction, mais c'est pas un bâtiment, mais il a des fondations. C'est un manège, mais c'est une sculpture. Ça n'a pas de façade, mais ça doit respecter certaines normes. Donc tout ça est très compliqué. On y travaille. Notre exercice, c'est vraiment de partir du dessin de François Delarosière, aller vers une modélisation numérique et intégrer petit à petit l'ensemble des contraintes techniques complexes et nombreuses qui s'appliquent à un projet aussi unique que l'Arboéron. En
En quelques chiffres, l'arbre il fait 35 mètres de haut, 55 mètres de diamètre. On est sur une belle structure qui fait environ 1500 tonnes d'acier. C'est des jardins suspendus, ça veut dire qu'il accueille toute une nature dans ses branches et un bestiaire associé, donc on y trouvera toute une forme de vie à la fois végétale et animale mécanique à une vingtaine de mètres de hauteur. Et on a notre grand héron qui vole au-dessus de nos têtes à 45 mètres de hauteur. Il fait 16,50 mètres d'envergure, aile déployée. On a des problématiques particulièrement intéressantes qui sont celles des étais, donc des lianes qui tombent des branches, qui viennent aider l'arbre à développer ses branches à l'horizontale. Si on fait un arbre qui est porté par des poteaux, on ne fait plus un arbre, on fait un arbre porté par des poteaux. Du coup, on vient chercher à calquer la nature, on éclate ça en plusieurs brins. Et finalement, d'ailleurs, on s'est rendu compte en creusant que ça avait des intérêts structurels, puisque ça venait stabiliser le poteau sur la hauteur. Mais du coup, c'est plus compliqué, on vient cintrer des tubes, on vient chercher des formes organiques qui sont tous différents, et donc c'est un énorme casse-tête structurel au global. Nous, notre cocktail de problèmes techniques, il est tout à fait unique, et donc on a vraiment dû mettre en place une équipe unique pour faire ça, qui est spécifique à toutes les questions qu'on a creusées. Donc là, on est vraiment sur un projet urbain qui devait s'installer dans une ancienne carrière, la carrière Misery, avec j'ai dessiné un escalier qui longe la façade, et c'était vraiment un endroit qui était magnifique pour l'Arboéron. On espère le réaliser un jour, peut-être ailleurs. Alors, je vais vous parler un petit peu d'un projet aussi urbain qui est le projet de La Roche-sur-Yon. Alors, La Roche-sur-Yon, ville initiée par Napoléon au retour de la campagne d'Égypte. Et Alexandre Chemetov gagne le concours et m'invite en fait à participer au projet. On a là une place d'armes qui fait 300 mètres par 200 mètres, 3 voies de circulation voiture pour y accéder, un lieu un peu mort dans la ville. Et l'idée, c'est de faire un salon dans la ville. Et je propose au maire de La Roche-sur-Yon de faire un projet autour d'un bestiaire qui vivrait dans ces bassins. Et on fait courir le bruit dans les journaux qu'on a retrouvé dans les collections de Beautour un naturaliste, une vieille, derrière une planche à papillons, il y a un manuscrit de Napoléon qui stipule qu'à l'édification de La Roche-sur-Yon, Napoléon a invité les savants de la campagne d'Égypte à venir s'installer à La Roche-sur-Yon. On aurait vu, place Napoléon, un bestiaire mécanique qui servait probablement à l'observation de la nature. Et là, on invite, alors ça passe dans les journaux et à la télé, et on invite les Lyonnais à venir assister au premier coup de pelleteuse, une fois que la place a été décapée, et les pelleteuses et les ouvriers débarquent comme ça sur la place. Et 10 000 Lyonnais sont présents pour venir voir le projet. Alors les pelleteuses débarquent avec les ouvriers et elles montrent un peu ce qu'elles savent faire. Elles friment un peu. Alors il y a la grosse pelleteuse de démolition, on va dire que c'est le papa. La petite pelleteuse un peu plus agile sur pneus, ce serait l'orange, ce serait la maman. Et puis il y a toute la catégorie avec les frères et sœurs. Vous allez les voir. Là, ils friment vraiment quand même. Voilà, et tout le monde s'endort. Un peu, c'est un préambule. Le spectacle va durer 1h30. La toute petite pelleteuse va réveiller la maman, qui réveille tout le monde pour que tout le monde se mette au travail. Mais comme quoi, ça peut être vivant un peu. Et alors, et les pelleteuses se mettent à creuser dans le sol de cette place qui est aussi un symbole. Il y a une statue de Napoléon, il y a des détracteurs au projet et il y a des gens qui sont pour. Et alors ça fait mal au cœur aux détracteurs de voir comme ça, en musique, la place se faire complètement défoncer. C'est leur place, c'est un symbole pour eux. Et à force de creuser, il nous arrive un petit problème, vous allez voir. Voilà.
on arrache un câble électrique de 400 000 volts et une canalisation. À ce moment-là, ça plonge toute la place et les rues adjacentes dans le noir. Donc, blackout sur la Roche-sur-Yon. Alors, les détracteurs, ils sont contents. Ils disent, ouais, ils vont rater leur truc. Et toutes les pelleteuses se mettent là où ça a explosé et vont aller creuser à cet endroit-là. Et tout ça se fait en musique, hein. C'est une sorte de ballet. Incroyable, qu'est-ce que c'est que ce truc? Cette caisse doit faire au moins 10 mètres de long. Regarde ce que j'ai dans la main. Ce sable. Je ne pense pas me tromper en disant que c'est du limon du Nil. Je sais ce qu'il faut faire. Faire appel aux 2E2A. À toi. On y va. Alors, après cette découverte, on fait appel aux 2E2A. C'est l'équipe d'extraction aérienne archéologique qui, évidemment, était prête à intervenir avec une grue et qui vont débarquer pour extraire cette caisse du sol, qui est une caisse monumentale. Alors, c'est les profs du conservatoire qui jouent dans le kiosque qui va être conservé sur la place. Et voilà nos 2E2A. Préparation de l'ouverture du coffrage périphérique. À toi. Donc on lève cette caisse à 10 mètres de hauteur et puis on l'ouvre sous les yeux du public, un peu comme un cadeau qui est impatient de voir ce qui sera à l'intérieur. Et on découvre dans la caisse un crocodile du Nil mécanique qui servait probablement à l'observation de la nature, qui date de l'époque napoléonienne, même s'il y a un moteur d'essuie-glace sur sa tête. Et on va ramener des torches et on va ouvrir les rubalises qui maintenaient le public. Le public va pouvoir profiter de la relique archéologique, cette découverte qui vient d'être faite sous leurs yeux. Et le public va commencer à partir, c'est la fin du spectacle. Mais il y a une pelleteuse dans son coin alors que le public s'en va, continue à creuser. Et on découvre, alors que les gens s'en vont, une deuxième caisse dans laquelle il y a une perche du Nil, vous allez la voir en tôle émaillée. Une façon de dire aux Lyonnais, mais attendez, l'histoire ne fait que commencer, il va se passer d'autres choses. Et les deux caisses, donc les bords deviennent les socles, et les deux caisses sont posées sur la place, et à ce moment-là, on installe j'ai dessiné des palissades, un beau porche de chantier, et on installe le chantier qui va durer 1 an, avec cette fois-ci les vraies entreprises. Et on installe aussi 4 belvédères qui permettent aux Lyonnais, aux habitants de La Roche-sur-Yon, aux Vendéens, de venir commenter et profiter du chantier. On en fait un chantier spectacle depuis 4 belvédères. Alors comme ça passe aux infos, les écoles viennent, les citoyens, et puis les Vendéens aiment bien dire ce qu'ils pensent. Je ne sais pas si vous connaissez les Vendéens.
Et un mois plus tard, il y a un autre chantier, on doit élargir une voie de circulation, et il y a une grange qui va être détruite. Et là, on lit dans les journaux qu'on a fait une autre découverte archéologique. Dans cette grange, un dromadaire, avec, on a vraiment les chercheurs qui sont encore en train, qui est visible, et les écoles viennent voir. Le dromadaire reste 2 ou 3 jours là, puis ensuite le dromadaire rejoint le crocodile et la perche du Nil sur le site. Et on va trouver comme ça, chaque mois de l'année, 12 animaux. Alors un coup, c'est dans l'ancienne poste qui devient le futur office du tourisme. Ça, c'est nos palissades qui sont amovibles et on identifie 6 temps dans le chantier qui sont des temps remarquables. Notamment, il y a des bassins, donc ils sont bétonnés. On va planter les végétaux tout en faisant monter l'eau. Donc on va faire un concert dans les bassins lorsqu'il n'y a pas d'eau, parce qu'on ne les verra plus jamais comme ça. On va fêter l'arrivée des stabilisés fertiles, c'est une pelouse, en faisant un dîner des petites mécaniques, un pique-nique des petites mécaniques. Et les Lyonnais montent sur les belvédères et vont à la rencontre de ces machines qui, au fur et à mesure, s'installent dans les bassins avec les ouvriers. Et on construit les postes de commande qui permettront aussi... Alors ça, c'est l'ibis sacré qui fait... On en voit pas mal à La Roche-sur-Yon. Ils sont échappés des eaux et puis ça devient une espèce endémique qu'on doit réguler d'ailleurs. Alors ça, c'est un jour de pluie à La Roche-sur-Yon avec les ouvriers qui fabriquent les bassins qui s'abritent sous l'hippopotame. Et de temps en temps, comme là, on fait un concert avec nos machines, c'est la symphonie mécanique. Dans les bassins, on invite les Lyonnais et le chantier devient un théâtre ouvert pendant un week-end. Voilà, ça, ce sont les postes de commande. Alors, on peut commander gratuitement ces animaux depuis les postes de commande. Et comme il y a 2000 bus, c'est aussi une gare routière, cette place, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de toute la périphérie, qui est assez rurale. Les étudiants ratent leur bus parce qu'ils sont en train de manipuler et ils ratent leur bus parce qu'ils sont en retard. Voilà l'ibis sacré. Et on a formé pour s'occuper de ces animaux, les animaux de la place, on a formé 4 vétérinaires qui sont des agents municipaux qui ont passé un diplôme hyperbare parce qu'ils travaillent dans 1,50 m d'eau. Donc à partir d'1 mètre, il faut avoir un diplôme spécifique et ils arrivent en homme grenouille et ils maintiennent les animaux un peu comme des palefreniers tout en parlant avec le public. C'est-à-dire que la maintenance en fait fait partie de l'histoire et elle se fait à vue. Voilà, et là, on est en train de restaurer ces animaux de la place. Ça fait 7 ans qu'ils sont dans l'eau. Ils ont été assez mal maintenus, on va dire. Le dragon de Calais, alors ça, c'est un des petits derniers. Un matin de septembre 2019, les Calaisiens se sont réveillés avec un dragon échoué sur la plage un vendredi matin. Ce dragon, il est arrivé là parce que les pelleteuses qui agrandissent le port ont décelé une pierre sacrée qui a ouvert le monde du dessous et le monde du dessus. Dans le monde du dessous, c'est des galeries et des titans qui y vivent. Et celui-ci s'est échappé. Alors, imaginez la frayeur des Calaisiens à l'arrivée d'un dragon de 75 tonnes, de 35 mètres de long, dans Calais. Alors, d'abord, les habitants vont rentrer en lutte avec l'étranger qui débarque parce qu'ils en ont peur. Mais le dragon, vous pensez bien qu'il est plus fort. Et donc pendant 2 jours, il a, à force de faire des barrières en mettant des camions, des pelleteuses, de l'eau, du feu, les Calaisiens n'arrivent pas à bloquer la marche et l'avance du dragon dans la ville. Alors ils se rendent compte que le dragon en fait est sensible à la musique et il aime bien aller voir les habitants. Donc ils décident de changer de stratégie et d'inviter les musiciens à le charmer. Et c'est ce qui se passe. Au bout de 4 jours de présence dans la ville, le dragon, charmé par la musique, séduit par la ville et les habitants, décide de s'installer durablement à Calais. Alors, Calais, c'est intéressant de voir comment la ville devient un décor de théâtre, comment les maisons, les habitants, les façades d'immeubles, et puis comment aussi l'imaginaire vient chercher un public dans sa réalité de vie, chez eux. Et ça, c'est quand le théâtre vient à vous, quand le théâtre surgit dans votre vraie vie, c'est vraiment différent que quand vous allez au théâtre.
faut savoir que Calais a investi plusieurs millions d'euros dans la rénovation de son front de mer, toute sa plage sur 2,5 km avec le deuxième plus grand skatepark de France. Calais essaye de changer d'image. Et donc Calais, c'est 60 à 120 000 habitants et là on a le dernier soir sur la plage 100 000 personnes qui sont venues regarder la scène finale où le dragon finalement décide de rester et d'élire domicile à Calais. Alors c'est un projet qui a commencé en 2019 mais qui continue. On est en train d'aujourd'hui de construire un varan de voyage parce que le dragon émet des signaux qu'on ne peut pas percevoir, nous les humains. Mais il rallie à lui tous les animaux qui font partie de son ADN, puisqu'un dragon, c'est constitué de plusieurs animaux. Et on a notamment le varan. Alors le varan de voyage sera de plus petite taille, 5-6 mètres de haut, et puis il prendra 25 personnes sur son dos, un peu comme un petit train, et il ira croiser les mouvements du dragon. Il passera aussi dans les petites rues, et pour aller un petit peu partout dans la ville, là où le dragon ne peut pas aller, et là aussi les quartiers commerçants souffrent un petit peu pour que tout le monde en ait un petit peu. Et plus tard, c'est une famille d'iguanes qui va débarquer dans les vieux forts à Calais. Parce qu'il y a 2 forts extraordinaires qui sont endormis, qui ne sont pas utilisés touristiquement, qui ne sont pas visités. Et l'idée, c'est de réactiver ce patrimoine pour essayer de donner à Calais un petit peu redonner à Calais, parce qu'à l'époque, il y avait, quand c'était la capitale de la dentelle, ça a été une ville assez riche, mais redonner à Calais un petit peu plus d'attractivité. À terme, Calais sera envahi par les sauriens et les lézards. Donc il faut aimer ces animaux à sang-froid. Alors là, on part en Chine pour le 50e anniversaire de la réouverture des relations diplomatiques entre la France et la Chine. C'était il y a 10 ans. Et j'ai dessiné, on a construit Longma, un cheval dragon, qui a débarqué à Pékin et qui a fait un spectacle durant 4 jours sur le site olympique, qui est un espace public et gratuit d'accès, qui incarne le Pékin récent et moderne. Alors c'est un spectacle qui ne s'était jamais joué de cette façon-là. On n'avait jamais fait de théâtre de rue en Chine à cette échelle-là. Et ça a été vraiment une révélation pour les Chinois et un grand succès diplomatique parce que le riche mécène qui a payé le cheval dragon et qui en est aujourd'hui propriétaire s'est débrouillé pour que les autorités chinoises soient un peu piégées et se sentent obligées de le faire. Ce qui fait que la Chine a payé complètement le spectacle et l'ensemble du projet, alors que c'était un cadeau de la France. Donc la Chine a offert à la France... Enfin, ça montre un peu l'état de notre économie. Si on peut avoir le son aussi là de... Alors, l'histoire qui se racontait était inspirée d'une légende millénaire chinoise qui est la légende de la déesse Niua, qui est celle qui a créé les hommes. On lui a donné la terre pour qu'elle s'amuse avec, mais elle s'y ennuyait. Donc elle a d'abord créé les hommes en modelant de l'argile, et elle a donné à ces hommes la possibilité de se reproduire. Et ensuite, comme il n'y en avait pas assez, avec des gouttelettes d'argile, elle a créé le reste de l'humanité, sachant que ceux qu'elle a modelés, c'était les riches, et c'est les pauvres, c'était ceux qui naissaient de gouttelettes. Un jour, les dieux se sont battus au point de déstabiliser le monde, d'ouvrir un trou dans le ciel, et la terre était en proie au choléra, aux incendies, les bêtes féroces, les inondations, et Niua, avec bravoure, a sauvé les hommes en faisant brûler des roseaux, en créant des digues, etc. Et avec la patte d'une tortue géante, elle a refermé le trou dans le ciel. Et je me suis inspiré de cette légende pour dire que le trou dans le ciel s'était réouvert, notamment en faisant référence à la pollution de Pékin. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était un fog total. Tous les jours, l'air était jaune. Et donc, en considérant que le trou dans le ciel s'était réouvert, la déesse Niua envoyait son émissaire Longma pour résoudre la question et le problème. Et par le trou béant, une araignée maléfique est venue essayer d'empêcher Longma de mener à bien sa tâche. Alors j'avais prévu que l'araignée pique Longma et que Longma défaille et puis retrouve des forces, mais le ministère de la censure m'a demandé de ne pas le faire parce que Longma incarnait ce qu'étaient les Chinois en fait.
Et donc j'ai dû changer mon scénario, mais bon, il était peu compréhensible, donc ils m'ont rendu un service. Et finalement, l'araignée a été prise au piège dans sa propre tempête de neige qu'elle a déclenchée. Longma, touché par sa bravoure et sa ténacité, sauve l'araignée et ensemble, ils arrivent à cautériser, à refermer le trou dans le ciel, ici symbolisé par ce cercle de feu. Est-ce que tu manges ? Voilà, après Longma est revenu, on a joué un petit peu partout. Et aujourd'hui, Longma, on joue avec les Chinois qui manipulent, et c'est un peu le symbole de la coopération franco-chinoise et de l'amitié franco-chinoise. Je vous parle un peu du Minotaure qui a été dessiné pour Toulouse. Toulouse, je ne sais pas si vous connaissez Toulouse, mais le centre-ville est monochrome, labyrinthe, un peu tout en briques roses, et on s'y perd. Moi, j'ai vécu 13 ans et je m'y perds encore. Et j'ai dessiné pour Toulouse en emmenant un projet qui était d'installer notre écurie de machines dans une grande métropole. Toulouse a été les premiers à dire oui. J'ai dessiné le Minotaure qu'on a créé, qui est apparu en 2018, place du Capitole, après une légende qu'on avait fait courir aussi un petit peu avant, et né des eaux de la Garonne. On l'a retrouvé endormi dans son labyrinthe, son nouveau labyrinthe qui était Toulouse, avec Ariane, qui est incarnée par l'araignée, sa demi-sœur, qui va aider son demi-frère à sortir du labyrinthe. Et à l'issue de ces 4 jours de spectacle, le Minotaure a décidé de s'installer durablement à Toulouse. Et aujourd'hui, il est visible sous le péristyle de la halle de la machine, au bord d'une piste aéronautique. Il y vit, et comme l'éléphant, il transporte 50 personnes sur son dos, parce qu'il a sur son dos un temple Capitole inspiré de la mairie de Toulouse. Voilà la piste aéronautique où est la halle de la machine, et c'est un lieu un peu mythique parce que c'est là qu'a démarré l'aéropostale et l'aviation civile. Mermoz, Saint-Exupéry, Dora s'envolaient de là pour aller jusqu'en Argentine emmener le courrier. Et ça, c'est un petit teaser qui dure 1 minute et demie et qui va vous montrer l'aventure du Minotaure dans Toulouse en 2018. Ça, c'était il y a 6 ans. Et le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudingue, nous a commandé il y a 1 an un autre spectacle, l'opus 2 du Gardien du Temple, et qui vient de se faire, puisqu'on a joué les 25, 26, 27. Et il y avait 900 000 personnes en 4 jours qui sont venues voir le spectacle en 2018. Et là, pour ce spectacle, c'est 1,2 million qui sont déplacés dans la ville en 3 jours. Donc ça... On a été un peu submergé par le public. À un moment, la ville était complètement sclérosée. Et on a l'archevêque de Toulouse qui nous a fait une belle com, parce que ça s'appelle la porte des ténèbres. Parce que le spectacle
que l'on a joué, mettait en scène notamment un nouveau personnage qui est la gardienne des ténèbres, que j'ai dessiné pour un festival de métal, de musique extrême, qui est le Hellfest à Clisson, que vous devez connaître. Et pour le Hellfest, j'ai dessiné un être un petit peu comme ça, gardienne, une sorte de cerbère, gardienne des portes de l'enfer, dans l'esthétique du Hellfest et dans l'iconographie aussi des festivaliers. Et je me suis vraiment nourri de cet univers. Donc il fallait que j'écrive un scénario un petit peu diabolique, nécessairement, puisque la gardienne des ténèbres traverse les villes pour créer des portes des ténèbres et emmener les âmes damnées de l'autre côté pour agrandir l'armée d'Hadès. Ce qui a choqué l'archevêque. Ils ont fait un petit tweet qui a déclenché une vague de commentaires dans le monde entier en nous traitant de satanistes. Alors, ça fait rire tout le monde, et en même temps, on reçoit beaucoup de mails d'insultes actuellement. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui aiment aussi le travail que l'on fait. Et le scénario était donc... on a fait un petit teaser et pendant 3 jours, on avait Ariane, la demi-sœur d'Astérion, Astérion le Minotaure, et la gardienne des ténèbres qui incarnait Lilith. Et la gardienne des ténèbres est arrivée sur un toit et elle devait récupérer des signes ésotériques pour former une porte temporelle qui est la porte des ténèbres. Ça, c'est ce qu'elle devait faire à l'issue du spectacle. Ce qu'elle n'a pas réussi à faire, parce que je vous rassure, les forces du bien ont pris le dessus sur les forces du mal. Alors, il y avait ce petit teaser qui passait avant. Je vous en parle parce que c'est tout frais, là. Vraiment, c'était la semaine dernière, qui racontait un petit peu ce qui allait se passer. Sorti de son labyrinthe, Astérion le Minotaure est devenu le protecteur de la ville de Toulouse. Ariane, l'araignée géante, est la gardienne du labyrinthe. Libérée des enfers, Lilith, la femme scorpion, erre de ville en ville à la recherche d'âmes damnées. Ariane et Astérion, poussés par un étrange pressentiment, regagnent le cœur de la ville. Alors Astérion est apparu devant la mairie, place du Capitole, endormie, et la gardienne des ténèbres est installée sur le toit du musée Saint-Raymond, près de l'église Saint-Cernin, et Ariane, sa demi-sœur, sur le péristyle du dôme de la Grave. Et dans un premier temps, Lilith, la gardienne des ténèbres incarne Lilith. Je ne sais pas si vous connaissez, vous savez qui est ce personnage, qui est un personnage assez intéressant dans l'histoire religieuse et mythologique, qui est une figure juive, mais qui aujourd'hui incarne un peu les femmes libérées, parce qu'elle a résisté à Adam. En fait, elle était l'égale d'Adam, et comme elle ne s'est pas soumise, elle a été bannie du paradis, et finalement, on a fabriqué Ève à partir d'une côte d'Adam. Et donc Lilith, qui a des pouvoirs magiques, avec l'aide d'Hadès, va aller retrouver Astérion dans son sommeil, et va lui jeter un charme, un sort, qui fait qu'Astérion va tomber éperdument amoureux d'elle. Parce qu'il y voit en elle un monstre comme lui, un être banni. Et donc, il lui ouvre les portes de la ville, ce qu'il ne faut surtout pas faire avec Lilith. Et il l'emmène dans la ville. Alors, il fait neiger pour elle depuis les arbres. C'est dans tout un boulevard, il neigeait. Ils dansent ensemble. Et il fait jouer au balcon par des musiciens qu'on installe comme ça à différents endroits dans la ville. Et pendant une journée, les deux, c'est très joyeux, c'est une histoire d'amour. Les deux circulent dans la ville jusqu'au moment où le samedi soir, Ariane, alors que Lilith et Astérion dorment place du Capitole, vient chasser Lilith, l'éloigner de son demi-frère. Lilith perd de son pouvoir et Astérion retrouve ses esprits. Il reçoit ses ailes et finalement, le dimanche soir, alors que la gardienne des ténèbres est en train d'ouvrir la porte des ténèbres, Ariane et Astérion débarquent sur le pont Neuf et chassent Lilith. Alors là, ce sont des signes, ici le signe de la bête qui était installé au bord de la Garonne et qui fumait, qui se sont enflammés et qui sont les clés qui permettent de créer la porte des ténèbres. Voilà. Donc on a passé vraiment
3 jours à Toulouse absolument fantastiques, avec un public vraiment adorable. Les Toulousains, il n'y avait plus de voitures, plus de vélos dans la ville. Tout ça, c'était interdit parce que sinon, c'est trop dangereux, on ne peut plus circuler. Et voilà, pour le final, c'est 400-500 000 personnes qui étaient là, présentes le soir. Voilà, là, c'est sur le Pont Neuf, la scène finale, avec les 3 machines, la porte des ténèbres, les signes qui permettent de verrouiller. Et ça a été vraiment un succès international. Et les Toulousains en reveulent encore. Donc je pense que dans 6 ans, on est bon pour retourner à Toulouse. Voilà. Et là, vous êtes, pour finir, vous êtes à la Halle de la Machine, qui est le lieu de vie à Toulouse du Minotaure et d'Ariane, sa demi-sœur. Et on organise sur cette piste aéronautique des grands événements, soit dans cette halle qui s'appelle la Halle de la Machine, qui est une grande écurie de machines. On y fait des dîners, déjeuners, des petites mécaniques. Là, on sert les déjeuners avec des machines à servir l'eau, le vin, machine à canne à sucre, chariote à assiette, voilà, avec de la musique mais ça, on le fait que de temps en temps. Et puis, voilà, il se passe de façon récurrente des événements sur la piste, à l'extérieur, qui sont gratuits, et dans la halle, qui sont plus payants. On a même eu l'occasion d'y accueillir Longma et de faire un spectacle avec Longma, le Minotaure et l'araignée sur la piste aéronautique. Voilà. Bon, j'ai fini mon exposé. Voilà, on a les 3 machines qui sont réunies. Et je vous remercie de votre écoute. Beaucoup. Ça marche? Ouais. Merci beaucoup, François de la Rosière. C'était très magnifique, impressionnant, grandiose. Et vos images, on y était, quoi. C'était vraiment. Oui, tout est filmé, ce qui fait que c'est quand même une iconographie qui parle. Et comme je parlais du mouvement, c'est là où on a vraiment ce qui s'exprime par le mouvement, ces machines. Voilà. Ouais. C'est vraiment la magie du mouvement. Ouais, ouais. Complètement. Si vous avez des petites questions, oui, je peux y si répondre. Vous avez des questions. Est-ce que le cheval, au moment des Jeux Olympiques, c'est bientôt? Alors, non, c'est un collaborateur qui a travaillé, il s'appelle Aurélien Meyer, et il a une association qui s'appelle Blâme, et il fabrique pour des grands artistes, en fait, des œuvres. Et là, il a été contacté, et il a fabriqué la flamme olympique, je crois, et ce cheval. C'est quelqu'un qui a travaillé pendant un moment avec nous, mais aujourd'hui qui fait ses propres projets, et il a bien réussi son coup. Moi, j'ai refusé de le faire. Je voulais faire toute l'opération. Donc, j'ai refusé le cheval. Oui, bonjour. Quelle est la raison pour laquelle l'arbre au héron n'a pas la faveur de la mer en fait, réellement, je ne saurais pas vous dire. Ouais. Je n'ai pas réussi à croiser Johanna Roland pour qu'elle me dise en face, dans les yeux, pourquoi. Je sais que les écologistes étaient vent debout pendant tout le process. Bon, j'ai pas non plus compris pourquoi, parce que il n'y a pas de toit, il n'y a pas de chauffage, il y a du végétal, des animaux mécaniques, c'est dans un jardin, donc ça reste quand même un projet assez écolo. Le bilan carbone est très bon. Bon, j'ai pas trop compris, mais je sais pas pourquoi. Je crois qu'il y a plusieurs peurs. Je sais que la raison n'est pas financière, parce qu'ils vont construire en face, une cité des imaginaires qui va valoir aussi cher ou plus cher, et notamment pris en charge par la métropole totalement, alors que là, il y avait l'État, il y avait 4 collectivités et les privés qui étaient présents. Donc, je saurai peut-être un jour. Mais là, je ne peux pas vous dire pourquoi le projet a été abandonné. Merci. Est-ce que vous avez pensé à écrire, à mettre par écrit toutes ces belles histoires sous forme de bande dessinée ou de contes? Oui. Alors, effectivement, il y a un ouvrage qui vient de sortir qui s'appelle « Chimères et autres animaux fantastiques » et qui répertorie tous les projets que j'ai écrits pour différentes villes, quartiers, pays, événements, où chaque fois il y a une histoire, et il y a un mythe en fait. Et c'est un bouquin qui vient de sortir chez Actes Sud, là, au mois de septembre, que j'ai oublié de signaler pour qu'on puisse l'avoir ici. Et on est en train de faire une bande dessinée avec les éditions Rockmout et Stéphane Mintaner, qui est l'affichiste, qui fait toutes nos affiches. Et ça va être le graphiste autour de l'histoire du dragon de Calais.
Voilà, donc ça sortira peut-être dans un an, en 2025. Mais il y a quand même une grosse... Enfin, il y a pas mal de bouquins, puisqu'on a des éditions, et la plupart de mes dessins sont édités, soit sous forme de bouquins, de carnets de croquis, ou d'affiches, ou de reproductions. Merci. Quel est le financement de chacune de ces aventures? La plupart du temps, c'est des fonds publics. Hein. C'est vraiment les métropoles, les villes qui payent le projet, qui payent la machine et le spectacle, puisque le spectacle est gratuit. Parfois, c'est les privés. Par exemple, le Hellfest, la Gardienne des Ténèbres a été achetée par l'association Hellfest. Et pour le Longma aussi, c'est un riche chinois qui a des projets immobiliers, c'est Winland, qui a acquis le cheval dragon et qui a payé le voyage. Parce qu'on l'a construit un peu trop tard. Ça s'est fait au dernier moment lors de la commémoration du 50e anniversaire. Et il n'était plus possible d'emmener par bateau. Et donc Longma est parti dans le plus gros avion du monde, un Antonov, payé par le Chinois, quoi. Voilà, c'est vraiment... on le refera, on ne pourra jamais le refaire parce que ça coûte vraiment très cher. Oui, est-ce que la compagnie fait également des théâtres de rue à dimension plus réduite? Ah oui, on a tous les formats. On a un petit spectacle qui s'appelle Une forme de vie non identifiée, non répertoriée, qu'on a joué à Blois, et qui met en scène une conférence, et on découvre un être non répertorié avec des chercheurs qu'on ramène dans le théâtre et qu'on fait naître et qu'on met en vie un peu. On monte l'objet, la marionnette à partir d'un cocon. Voilà, ça c'est un petit spectacle, enfin petit, gros par rapport à certains toujours. Mais sinon, notre spécialité, c'est quand même d'être plutôt sur du gros spectacle. On a la symphonie mécanique, l'expédition végétale aussi, c'est des spectacles qui tournent. C'est 4 jours, ça reste quand même... On n'est pas à l'échelle des scènes nationales ou des programmations comme ça de lieux. C'est plutôt vraiment les grands événements, les villes, les grands festivals de rue, voilà. D'autres questions? Est-ce que vous avez toujours eu ce goût du gigantisme, ou c'est quelque chose qui est arrivé à un moment donné dans votre vie, ou est-ce que ce plaisir de créer des animaux absolument, ou des choses en lien avec les mythes, mais d'une taille absolument énorme, c'est quelque chose qui vous a toujours habité? Ouais, je crois surtout que j'ai pas peur. En fait, j'ai pas peur. Oui. Et donc j'y vais. Mais depuis quand j'étais aux Beaux-Arts, quoi, on va dire, très vite j'ai relevé les défis. J'y allais, quoi. Donc j'ai ce tempérament. Et quand il a fallu construire à l'échelle d'une ville, je ne sais pas si vous voyez la taille d'un arbre, c'est absolument immense. La taille d'un bâtiment, c'est des milliers de tonnes de béton, d'acier. Pour rentrer en communication avec le paysage, il fallait quand même fabriquer des grandes choses, voilà. Et alors c'est vrai qu'on est à la limite de ce que les ponts et la chaussée peut supporter. Des fois on poinçonne à 20 tonnes, hein, simplement sur un essieu, et c'est beaucoup trop parce que la norme c'est 11 tonnes. Donc ça, il faut recalculer les ponts, enfin c'est compliqué. Donc on apprend à faire plus simple, mais en termes de taille, j'aime pas. On fait aussi des petites choses. Hein. On a un tas de petits objets absolument marrants, faits avec de la récup dans certains spectacles. Et par contre, quand on est dans la ville, si on veut vraiment qu'il n'y ait pas de pression, pas de poussée, il faut être à l'échelle de la ville et du paysage. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous seriez tenté par un projet autour des géants de Rabelais, justement, puisqu'on est en Rabelaisie? Ah, bien sûr. Si vous faites le chèque tout de suite, moi, j'y vais. Hein. Non, mais oui. Là je travaille sur un projet dans les Hautes-Pyrénées où on s'inspire des légendes pyrénéennes. Rabelais, c'est une source d'inspiration magnifique. D'ailleurs, j'ai quand même dessiné un premier géant pour la Compagnie Royale de Luxe, c'était dans les années 92-93, qui arrivait, qui faisait 9,50 m de haut, et qui était attaché avec des cordes.
et après qui marchait dans la ville. Mais l'engin faisait 8 mètres de large par 14 mètres de haut. Il fallait enlever les ronds-points, les feux rouges, les réverbères. Là où on passait, il fallait refaire la ville, quoi. Donc on est repassé sur des machines qui font 5 mètres maximum en fait, de large. Mais j'avais travaillé sur le travail de Swift aussi. Enfin voilà, c'est inspirant. De toute façon, Rabelais, c'est d'actualité. On a eu l'occasion de le voir, ce géant, dans un film qui s'appelle « Fais ce que voudras ». Oui. Et qu'on a diffusé l'an dernier au cinéma. Ouais, j'étais là quand il filmait, quand il est venu filmer. Ouais. Ouais. Magnifique. Ouais. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que vous avez des projets internationaux ? Ouais, il y en a en cours qui mettent 10-15 ans des fois à se faire. J'ai décidé pour Cardiff un projet. Ça continue avec la Chine. Bon, mais je fais beaucoup de voyages à l'international, mais peu de choses se réalisent. Je suis allé plusieurs fois dans les Émirats. J'ai voyagé un peu dans le monde entier. Mais avant de commander un spectacle de cette dimension, notamment dans tout ce qui est anglo-saxon, comme il y a peu d'espace public, c'est surtout latin, en fait, les places, les grandes places. Et donc, aux États-Unis, vous n'avez pas de place publique. Vous avez des parkings de supermarchés, le reste... Non, c'est vrai. Et puis, vous n'avez pas d'argent public non plus, c'est les privés qui financent. Et donc, c'est compliqué. Mais on a quand même toujours des pistes... Et on travaille actuellement avec Londres sur un projet, mais bon, c'est pas... Sur 10 projets sur lesquels je travaille, il y en a un qui aboutit. Oui, super. Il y a d'autres questions? Non, on va pouvoir s'arrêter là, mais merci encore. Merci à vous. Bravo.